Bonjour Medine. Salam. Bienvenue. Tu as sorti ton dernier album Proselyte justement en février dernier. D'ailleurs, tu as un titre qui s'appelle Global où finalement tu reviens un peu en arrière. Tu regardes un peu dans le rétroviseur et des constats que tu dresses, certains constats. Est-ce que tu as véritablement des regrets que tu confies justement dans le milieu musical en fait? Ou forcément, j'ai toujours un goût amer sur certaines choses que j'aurais voulu faire mieux, différemment, améliorer. Malheureusement, c'est les effets du temps. On fait des erreurs et puis on se rend compte que c'était des erreurs que tardivement. Ça, c'est dans toute vie d'homme, ça se passe comme ça. Sauf que j'essaie de ne pas en fait avoir des regrets et me morfondre dessus. J'essaie d'en tirer des enseignements pour ne pas soit les refaire ou alors tout simplement pour que ce soit un patrimoine pour m'éviter d'autres difficultés dans l'avenir. D'accord, il y a le titre dans l'album qui s'appelle Grand Paris où tu réunis un petit peu le nectar du rap français. Bam 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 bam, le public me crie, Achille refait l'histoire de Troie. Je vais mettre tout leur blanc sur ma liste, je crois. Entre un tigre et un chat, c'est pas qu'une histoire de poids. Bang. Il y a une phrase aussi que tu dis, non pas dans ce titre, mais tu dis entre l'hardcore et le conscient, j'ai fait le choix de ne jamais choisir. Et finalement, ce morceau, avec toute la palette d'artistes qui sont là, représente un peu cette line-là quelque part. Qui a un mélange de genres finalement. En fait, j'aime pas trop en fait être obligé de devoir choisir une étiquette et de devenir même la caricature là, de cette étiquette. Parce que c'est le risque. Je vois des artistes qui se perdent justement à essayer de devenir la caricature de ce qu'on veut qu'ils soient en fait. Et qu'on rentre dans un espèce de marketing, de la nostalgie de ce qu'ils ont été. Et ça existe, ce phénomène-là. Et ça satisfait un certain public. Je trouve que ça manque criamment de modernisme et de progressisme. Donc moi j'ai décidé en fait d'arrêter de choisir. J'ai dit j'ai pas envie d'avoir des idées tranchées sur certaines choses dans ma vie. Et mon style musical fait partie de ces choses sur lesquelles j'ai pas envie de trancher. J'ai envie de parfois revenir à quelque chose de très proche de mon ADN de quand j'ai commencé à rapper et quelque chose parfois de très moderniste dans les sonorités. D'accord. T'as réuni un petit peu Sofiane, Alivor, Lino, etc. Mais Lino, il t'a fait galérer un petit peu avec son tempérament. Qu'elle brûle, qu'elle repose en paix l'injustice. J'ai pas fait qu'allumer le cierge. Ton territoire, c'est où tu pisses. Ils m'ont plastiqué le siège. Non, c'était pas une galère, Lino. Lino, c'est le mec qui vient, en fait, qui rouspète. Parce qu'il dit pourquoi je vais venir, pourquoi je vais faire ça. En fait, il rouspète tout le temps. Mais qui arrive toujours en avance et qui repart toujours après tout le monde. Au final, une fois qu'il est là, il est hyper content là, d'être là. Mais voilà, c'est son tempérament de rouspéter. Vous avez tous un membre dans votre famille qui est un peu comme ça, où il est toujours là au repas de famille, il est toujours là au moment des anniversaires, et il fait les choses bien même. Il les fait de façon pragmatique, c'est peut-être même lui qui va acheter le gâteau, peut-être lui qui ramène tous les enfants et qui met la bonne humeur. Mais il rouspète. Voilà. D'accord. Tu as préfacé aussi un livre de Jonathan Demey qui s'appelle « Sans lutte, il n'y a pas de progrès ». Justement, finalement, c'est un livre qui raconte un peu le combat de Malcolm X. Malcolm X qu'on compare jusqu'à l'opposé, parfois même à l'autre activiste qui s'appelle Martin Luther King. La question que je te pose, c'est pourquoi est-ce que tu as plus d'affinité avec Malcolm X que Martin Luther King, en tout cas dans son activisme, et pourquoi? J'ai plus on ne peut pas dire d'affinité, mais de points communs, en tout cas dans les parcours avec Malcolm X, toute proportion gardée. Hein. Il ne s'agit pas de se comparer à Malcolm X, il s'agit simplement de faire référence et de voir qu'un parcours en 2017 d'un jeune rappeur en Normandie, qui plus est musulman issu de l'immigration, qui connaît la vie d'un quartier, qui est dans un contexte de radicalité à tous les niveaux, aussi bien politique que religieuse, et bien dans la vie de Malcolm X, il y a des enseignements à tirer parce que lui aussi a vécu et traversé toutes ces périodes et tous ces contextes. Donc forcément, j'ai plus de points communs avec un Malcolm X, mais ça n'enlève rien au fait que j'ai tout autant de points communs aussi avec un Martin Luther King et que tout le monde peut avoir tout autant de points communs avec les deux au final. Il ne s'agit pas d'opposer un courant à un autre. Il s'agit surtout dans cette biographie, de démystifier la figure de Malcolm X, comme parfois c'est le cas. On la mystifie au point où est-ce que c'est idéalisé. La figure de Malcolm X est idéalisée.
Et à l'inverse, parfois, c'est ultra diabolisé. Et donc c'est une biographie assez fidèle qui tente justement de restaurer la figure de Malcolm X, loin de la figure hollywoodienne ou loin de la figure médiatique diabolisante. D'accord, il y a un morceau aussi qui s'appelle Nour, donc l'enfant du destin, où tu parles finalement du destin des Rohingyas en Birmanie. Aung San Suu Kyi, justement dirigeant de la Birmanie, a dernièrement indiqué qu'il n'y a pas de nettoyage ethnique de cette minorité-là, donc cette minorité musulmane Rohingya. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie, pas même la Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Qu'est-ce que tu as vu sur le terrain, toi ? Moi, j'ai vu des choses qui étaient relayées déjà par les ONG, des gens qui allaient eux déjà sur le terrain depuis une dizaine d'années. Donc il y a des choses qui ont corroboré l'état des camps, justement l'extrême pauvreté qu'il peut y avoir, et pas que justement dans les camps, mais aussi dans la population rakhine en général. Donc il y a un terrain très propice à la pauvreté, au déchirement en fait au final. Et donc j'y ai vu des choses qui étaient très en phase avec ce que les ONG rapportaient, mais aussi des choses qui sont un peu en rupture. Parfois je trouvais que c'était extrapolant la façon dont on nous présentait les choses sur internet. On nous mettait beaucoup d'images sous les yeux en disant voilà comment ça se passe, voilà comment c'est, regardez la violence des deux communautés, comment ça peut être extrême dans le résultat. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont terrifiantes, extrêmes. Mais moi, en étant allé sur le terrain, j'ai pu constater justement que c'est un peu loin parfois des stéréotypes de c'est la population bouddhiste contre la population la musulmane. Non, c'est en fait une pauvreté qui est criante dans toute la population. Un pays qui est en voie de développement, et donc ça veut dire qu'il y a encore ces réflexes de tiers-monde et qui mettent l'accent non pas sur l'éducation, sur le vivre ensemble, mais plus sur la téléphonie. Par exemple, des gens qui étaient avec moi du Hameb m'ont dit c'est flagrant en fait comment la téléphonie s'est développée en 2 ans de temps. On ne pouvait même pas capter dans certains endroits. Aujourd'hui, on peut faire des Facebook Live dans les camps de Rohingyas. Et c'est bien qu'il y a une volonté de mettre l'accent sur une économie avant de mettre l'accent sur un vivre ensemble entre les gens, essayer justement d'avoir une culture commune entre la population musulmane qui est toute légitime dans l'État rakhine et la population bouddhiste qui parfois est en proie à des discours extrêmes comme le moine Viratu, comme d'autres personnes qui sont installées politiquement et qui diabolisent les Rohingyas. D'accord. Tu avais lancé un t-shirt et même un titre qui s'appelait Don't Panic, justement pour dire aux gens de ne pas paniquer suite à ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Musulmans de ta foi, dis-leur don't panique. Est-ce qu'aujourd'hui, il est encore plus nécessaire de ne pas paniquer ? Ouais, j'ai envie de dire que le t-shirt, il faudrait le ressortir tous les 2 ans quasiment. Il y a quelque chose de cyclique dans le temps médiatique en tout cas. Là, la médiatique met très souvent l'accent sur des épouvantails. Et oui, le but du t-shirt, de Don't Panic, c'était d'inviter, plus que de cloisonner les gens ou d'exciter l'appartenance à l'islam. Là, le but n'était pas du nationalisme musulman mal placé. Le but n'était pas d'exciter les jeunes musulmans en disant « Soyez fiers de ce que vous êtes à tout prix, devenez encore plus durs dans vos revendications ». Le but était d'inviter les gens qui ne sont pas musulmans à porter un autre regard sur ce qu'est la communauté de la musulmane. Est-ce qu'on a réussi avec un t-shirt ? Est-ce que j'ai réussi avec un morceau ? Est-ce que j'ai réussi avec un album ? Je peux juste me vanter d'avoir un public très diversifié en tout cas, qu'il ne s'agit pas que de la communauté musulmane qui vient dans mes concerts. Et je vois qu'il y a des barrières qui ont sauté grâce à la musique. D'accord, dans Urban Premier, tu dis le vrai problème, c'est qu'on est tous contre les gros salaires jusqu'à ce qu'on en ait un. La question que je te pose, c'est il y avait un mec qui disait
Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est avoir une grosse voiture, c'est avoir une maison, posséder quelque chose, mais finalement, on veut pas forcément la liberté. Est-ce que toi, t'as ce constat-là finalement, qu'on se bat pour des choses, mais finalement pour posséder les choses que d'autres possèdent, et qu'on n'est pas là pour forcément être libre. Ouais, enfin, après ça va te paraître un peu conservateur ce que je vais te dire. Et j'ai pas envie de paraître conservateur parce que je le suis pas en fait. Mais toujours est-il, c'est que le constat, c'est qu'on est paramétré. En tout cas, on va en termes d'éducation, depuis l'école nationale, depuis le travail, en fait, on est paramétré pour épargner, pour posséder, pour se mettre à l'abri, pour se sécuriser. Au final, on met tous nos efforts, toutes nos capacités, tous nos incroyables outils que sont nos sensibilités, notre esprit, notre intelligence, on le met au service d'une machine à consommation. Et donc, c'est effrayant parce que toi, tu essaies de lutter contre ça, tu n'y arrives pas. Tu vois tes enfants qui vont certainement se faire manger par le léviathan du consommérisme et tu restes impuissant en fait là face à ça. Et je me dis simplement que on devrait avoir une attitude au moins de relativiser les choses, de revenir à certaines choses essentielles dans les rapports humains, voilà, de rematérialiser certaines choses qui se dématérialisent, le contact, la discussion, je sais pas, tu vas être autour d'un café, avoir une discussion profonde, sincère, plus que de s'envoyer des tweets au visage pour essayer de se convaincre d'un truc en 140 caractères. Je t'avais dit que c'était conservateur ce que j'allais te dire, mais voilà, je pense que oui, effectivement, on va dans une direction qui n'est que l'alimentation d'une machine à consommation. Une dernière question, il y a un morceau aussi très fort que tu as fait qui s'appelle Porteur Saint, où tu parles finalement comment l'homme a instrumentalisé la religion. Est-ce que finalement, tu as parlé aussi voilà, des djihadistes qui vont commettre certaines choses, etc. Est-ce que finalement la religion c'est le dernier refuge de l'amour de soi? Moi je comprends pas cette question. C'est le dernier refuge de l'amour de soi. Finalement on se sent rejeté peut-être, et que la religion nous sert un petit peu d'instrument pour vivifier notre ego et se dire bien on existe dans cette société qui nous considère comme des moins que rien. Bah, toujours est-il, c'est que ça donne un cap pour des gens qui pourraient être en proie à l'instabilité. Ça peut donner un cap, ça peut donner un cadre. Je te parle de mon expérience, j'ai pas envie de te faire des grandes phrases de Miss France ou des phrases toutes faites de reporter. Mais mon expérience, c'est que la religion m'a cadré à un moment où est-ce que j'avais envie d'être tout sauf dans un cadre. Tout sauf être un employé, tout sauf être une petite personne. En fait là j'étais en proie en fait à des phénomènes de quartier que tout le monde connaît. La débrouillardise, le commerce parallèle, la bicrave tout simplement, les sorties, la vie où est-ce que tu ne te fixes pas de but ou d'objectif ou de projet, tu veux simplement t'éclater, mener la grande vie. Et la religion m'a amené à un cadre à ce moment-là et ça m'a permis peut-être d'éviter certaines erreurs. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, je le vois aussi comme une soupape qui m'a parfois aussi freiné sur certaines ambitions, sur certaines choses. Donc j'essaie de relativiser, de voir où sont mes contradictions vis-à-vis de ça, et puis de voir si ce sont mes contradictions, ou si c'est les contradictions de la religion. Comment on fait parler tout ça en fait? Est-ce qu'il y a un espace aujourd'hui pour pouvoir faire parler certaines contradictions qu'on sait? Comme je dis dans le morceau global, ce qui m'effraie, c'est pas ce que j'ignore. C'est tout ce que je sais qui n'est pas vrai. Et quand tu sais des choses qui sont douteuses, bah, tu te mets en fait à douter sur plein de choses et puis à te re-questionner et questionner ton entourage. C'est ça qui est sain en fait. On rentre dans quelque chose de très sain au final parce que j'ai pas envie d'avoir des certitudes. Les certitudes, c'est la mort. Par contre, j'ai envie de douter toute ma vie. J'ai envie de douter de chaque chose et ça te ramène à quelque chose de très conscient au final. C'est ça le rap conscient. C'est d'avoir conscience qu'il faut douter.
D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mehdi? Non, Merci, soyons conservateurs et doutons. non, pas de conservatisme surtout pas, du progressisme avant tout. Merci beaucoup. Merci.